Si je dis pour beaucoup d'entre vous, la nuit de Séville, là tout de suite vous avez des frissons rien qu'à penser à ce que je viens de dire. Pourquoi ? C'est Baptiste qui va nous raconter cette histoire dans Hors-jeu, la chronique où on revient justement sur les plus grandes compétitions sportives. Et autant vous dire que les fans de l'équipe de France de football en 1982 avaient la rage. On a encore un petit peu la rage aujourd'hui. Retour sur une demi-finale contre la RFA qui, pour beaucoup, fut une injustice. Bonjour Baptiste. Dans 181 dodo, c'est le début de la Coupe du Monde de football, et chaque jeudi, je vais vous raconter un moment qui a marqué l'histoire du mondial. On remonte le temps le 8 juillet 1982, où la chaleur étouffe déjà les 70 000 spectateurs du stade Ramon Sánchez Pizjuán. Ceux-ci ont voyagé jusqu'à Séville pour assister à la demi-finale de la Coupe du Monde. Alors que la France se place sur la route de l'implacable RFA, personne n'imagine que cette rencontre va rentrer dans une catégorie à part, celle des soirs qui n'en finissent jamais. L'arbitre néerlandais Charles Corver porte le sifflet à sa bouche et très vite tout penche du côté allemand. Littbarski provoque, dribble, frappe, le ballon est repoussé par le gardien Ettori qui dans la confusion est resté au sol, Fischer hérite du cuir et l'ailier allemand envoie le ballon au fond des filets, le stade tremble, 1-0 pour l'Allemagne de l'Ouest. À partir de là, la France se met à jouer. Comme si ce but était la gifle nécessaire. Les Bleus mettent le pied sur le ballon, imposent leur rythme, leur musique. La pression française finit par faire craquer la défense allemande. Rocheteau est retenu par Forster. L'étreinte est grossière, le pénalty est évident. Platini récupère le cuir, l'embrasse et l'envoie hors de portée de Schumacher, un partout. Le début de la deuxième mi-temps est français. Rocheteau pense donner l'avantage aux Bleus sur une action de renard, mais cette fois-ci son but est refusé car c'est lui qui fait faute sur Forster. À la 57e minute, la demi-finale bascule. Platini, dans le cœur du jeu, reçoit le ballon. Il a devant lui un rideau blanc, mais il voit mieux que les autres. Il réalise une transversale parfaite qui coupe les lignes. Batiston surgit et pousse le ballon qui file vers le but. Mais Schumacher a jailli de sa surface comme un bloc de béton lancé à pleine vitesse. Si Batiston manque le cadre, le gardien allemand, quant à lui, n'évite pas le joueur français. À pleine vitesse, il le percute hanche en avant et genou levé. L'impact est violent. Batiston s'effondre, fauché en plein vol. Et au sol, l'image de son bras en l'air, poing fermé, qui tombe lentement, démontre qu'il est KO. Alors que les joueurs français accourent vers leurs coéquipiers, Schumacher lui reste debout, presque indifférent, les mains sur les hanches. Il dribble avec le ballon, il ne s'excusera pas. L'arbitre ne sort ni le rouge ni le jaune, il ne siffle même pas faute, il ordonne simplement une reprise du jeu en 6 mètres pour l'Allemagne, une décision qui restera comme l'une des plus incompréhensibles de l'histoire du mondial. Platini escorte Batiston sur son brancard jusqu'à la touche, main dans la main, visage fermé. À l'hôpital, plus tard, on parlera quand même de vertèbres touchées, de coma, de dents cassées. Sur le moment, sur la pelouse de Séville, on ne parle que d'injustice. Et quelque chose a changé dans le match. Les Français sont pris dans un mélange d'indignation et d'adrénaline. Rocheteau, Six, Giresse manquent de donner la victoire à la France, mais l'occasion la plus franche reste celle du jeune Amoros, qui à la dernière seconde, des 30 mètres, envoie une frappe tendue qui vient heurter la barre de Schumacher. Les Français ont cru au miracle, mais l'égalité demeure. Les prolongations arrivent, comme un supplément de nuit offert au monde entier. Les corps sont épuisés, mais la France puise dans ses ressources. Sur un coup franc excentré, Marius Trésor déclenche une volée du pied droit qui vient se loger sous la barre. Ça y est, 2-1 pour la France. Et on croit que la messe est dite quelques instants plus tard, lorsque Platini renverse le jeu sur Six côté gauche. Ce dernier temporise et semble entendre l'arqué dans sa cabine de commentateur. « En retrait pour Giresse ! En retrait pour Giresse !» Six s'exécute et sert Giresse. Le milieu de Bordelais frappe du droit à ras de terre, poteau rentrant. 3-1, la finale leur tend les bras. Et pourtant, là encore, quelque chose échappe aux Bleus. À 3-1, la France continue d'attaquer comme si le seul langage qu'elle connaissait était celui du jeu. Elle refuse de verrouiller pour empêcher les contres allemands. Et juste avant la mi-temps, sur une action confuse, une faute de Forster sur Giresse puis une autre sur Platini ne sont pas sanctionnées. Le ballon profite aux Allemands, contre-attaque, un centre fuse devant le but, Rummenigge double ballon d'or tend le pied subtilement et réduit l'écart, 3-2 à la mi-temps. À la reprise, Littbarski, encore lui, travaille de son côté et rend fou les défenseurs français. Il trouve au centre Roubrecht qui joue les relais. Le ballon monte, redescend et finit sa course sur le pied de Fischer. L'attaquant dos au but arme un retourné acrobatique qui vient se loger dans la cage d'Ettori. 3 partout. Et c'est l'heure de la terrible épreuve des tirs au but. Comme s'il n'y avait que cet exercice ô combien difficile pour partager ces deux nations. Giresse ouvre le score. Kaltz égalise. Amoros frappe dans la lucarne. Breitner ne tremble pas. Rocheteau inscrit le 3e but français. 3-2. Stilicke voit sa frappe repoussée. Les caméras, fascinées par la détresse du défenseur allemand, ne suivent pas le tir de Six, qui manque aussi. Littbarski remet les équipes à égalité. Platini marque le sien. Rummenigge répond. Bossis prend son élan. Frappe, mais Schumacher s'interpose. Le gardien allemand hurle, point levé. La balle de match appartient à Roubrecht, qui ne manque pas la cible.
Les Allemands se congratulent sans excès. Ils ont l'habitude de ces victoires qui ressemblent à des fatalités. Les Français restent là, éparpillés, certains assis sur la pelouse, d'autres debout, hagards. Tous ont les yeux rougis par les larmes. Avec le temps, ce match deviendra un mythe. On dira que la nuit de Séville est un morceau de musée, un combat figé dans l'histoire du sport. Et on continuera à se demander à chaque nouvelle génération comment ce match a pu échapper aux Bleus, au point de devenir un traumatisme, une cicatrice qui ne s'est jamais refermée. Rien que d'y penser, ça fait mal encore cette histoire. Mais bon, écoutez, ça fait partie de la magie du football. Et puis, comme j'ai pas l'habitude de dire, depuis on a gagné 2 Coupes du Monde. Allez hop, ça c'est fait. Merci Baptiste pour cette belle chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Et on te retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle chronique hors jeu sur Happiness. Demain même pour une nouvelle chronique. Manquez pas ce rendez-vous, c'est demain 7h35. Et nous, dans 5 minutes, on retrouve Amélie, même pas 3 minutes, on retrouve Amélie pour parler culture sur Happiness. Quoi de neuf, l'agenda culturel, vos idées sorties dans le loisir, il y en a plein de culturel. C'est après le retour de la playlist classique and hit, vos souvenirs des années 2000 et 2010, les hits du moment, les sons collecteurs, rien que pour vous sur Happiness avant de retrouver Amélie.